شكرا انه سمحنا باش ان بو بوسكولي لانه الوقت قاعد يمشي ونحبوا توا نمر الى مداخله السيد سليم شاكر وزير الماليه اللي بطبيعه الحال باش comment on utilise le budget de l'État très rapidement, et puis on va aller d'où on ramène l'argent et comment faire justement à travers cette fiscalité pour ramener un peu plus d'argent et par conséquent réduire un peu moins les recours le recours à l'endettement. Alors j'ai essayé de simplifier, de synthétiser au maximum. Le budget de l'État c'est 29 milliards, les dépenses de fonctionnement 18 milliards, les dépenses d'investissement 5 milliards 4, le service de la dette publique 5 milliards 100. Les salaires c'est 13 milliards, un record mondial paraît-il. Et puis les subventions 2,6 milliards. Il y a 1600 millions de dinars pour tout ce qui est produit de consommation, c'est-à-dire pain, céréales, couscous, spaghettis, etc. Il y a 433 millions de dinars et 579 millions de dinars pour le transport et l'énergie. Donc là, c'est ce qu'on appelle les handicaps structurels importants qui handicapent tout ce qui est dépenses d'investissement et de développement du pays. J'ai essayé de faire à travers ce petit camembert un peu, pour avoir une idée un peu plus précise de la couleur, pour vous montrer les proportions de chaque masse. Alors ici, les salaires qui représentent à peu près la moitié de la dépense publique, c'est-à-dire qu'ici, on ne peut absolument rien faire. Aucun gouvernement ne peut rien faire, et s'il essaie de toucher à ça, tout le pays va s'arrêter. Les subventions, même si on peut faire, si on veut faire, c'est du long terme. On a essayé en 80, je sais pas quand, en 84 de faire du court terme, et on se souvient. Service de la dette, pareil. Sauf si on renie la signature de la Tunisie, c'est-à-dire fermer boutique et partir. Et donc finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste un peu de dépenses d'investissement. Et c'est pour vous montrer que lorsque les différents partis politiques vont faire leur campagne électorale pour les prochaines élections, il faut que vous sachiez prendre vraiment avec beaucoup de précaution ce qu'ils vont vous raconter, parce que déjà, la marge de manœuvre est très réduite. Déjà. Donc ils vont avoir un peu d'argent et ils vont décider avec cet argent qu'est-ce qu'ils vont faire. Dans quel gouvernorat ils vont l'investir, sur la côte, à l'intérieur, dans quel secteur, pour faire quoi, quelle politique, etc. etc. Mais déjà, ce n'est pas évident. Bon, j'ai essayé de faire un peu la répartition des dépenses. Et vous regardez un peu en bleu les dépenses de fonctionnement de 86 à 2016, c'est-à-dire sur 30 ans. Et j'ai encerclé en rouge 2010. Vous avez les dépenses d'équipement qui sont en rouge. Normalement, c'est le plus important. Et vous avez le service de la dette publique qui est en vert. Et vous regardez un peu l'évolution sur 30 ans. Mais bon, ce n'est pas l'objectif de la discussion de maintenant, mais j'ai tenu à le mettre parce que c'est important. Alors maintenant, d'où on ramène l'argent? Ça, c'est la question importante. Et vous allez voir que en vert, c'est de l'État fiscal. En orangé, les recettes non fiscales. Et en bleu, les ressources d'emprunt. Bon, c'est sur 3-4 ans, on oscille entre 20% d'endettement et 80% de recettes propres. Et sur ces recettes propres, il y a les ressources fiscales qui sont les plus importantes. Alors, sur les recettes fiscales, il y a, disons, 4 ou 5 postes clés qu'il faut absolument retenir. Les impôts sur les sociétés, les impôts sur les revenus des personnes physiques, l'IR, les droits à la TVA, les droits de consommation et les droits de douane. Et après, c'est des recettes diverses, etc., etc. Je vous ai fait
un petit camembert encore pour vous dire d'où vient l'argent. Donc l'argent, les données 2016, hein, vous les trouvez, ils sont publics, vous les trouvez dans la loi de finances. Alors, les postes importants, c'est comme l'a dit parfaitement c'est Mohamed Haddar, c'est les salaires. Là, personne ne peut échapper à ça. Après, vous avez les impôts sur les revenus des sociétés pétrolières. 1 milliard de dinars, il y a 3 ans, c'était 1,7 milliard. On a perdu 700 millions de dinars, pour différentes raisons. Après, il y a l'impôt sur les sociétés non pétrolières. 2300. De quel public parlez-vous? C'est négligeable. Je parle d'IS. Si on ne me demande pas d'argent, c'est déjà un miracle. Et après, vous avez la TVA. Ah, ça c'est important, la TVA. La TVA, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de fraude là-dedans. C'est une niche qu'on va attaquer sérieusement. Après, vous avez les droits de consommation. Les droits de douane qui sont en chute, c'est normal, c'est voulu. Et puis les autres impôts indirects. Globalement, vous avez la répartition d'où vient l'argent de l'État. Alors maintenant, la question qui se pose, comment on va faire à partir de ce camembert pour améliorer la situation et pour optimiser? Alors, qu'est-ce que ça veut dire améliorer la situation et qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Pression fiscale, 21-22%, je suis tout à fait d'accord avec ça, elle est élevée. 3 points supplémentaires par rapport à ce qu'on devrait être. Est-ce qu'il y a de la fraude fiscale? Oui. Il y a même des études. Il y a Joussour qui a fait une estimation de la contrebande en 2012. Ils ont estimé ça à 2,5% du PIB. Ils ont estimé le secteur informel à 32,5% du PIB. C'est une étude, elle a le mérite d'exister. Parce qu'avant, on n'avait pas d'études. Et même là, j'ai eu du mal à avoir des chiffres, hein, parce que je vais vous dire après pourquoi. C'est comme c'est Mohamed Haddar, la technologie n'a pas voulu fonctionner. Chez nous aussi, c'est pareil. Il y a des problèmes de technologie. Et donc, la question qui se pose par rapport à tout ça, et par rapport à la Tunisie que vous connaissez tous si bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Et donc, tout le monde parle de réforme fiscale. Je ne vais pas parler de budget de l'État, etc., ce n'est pas l'objectif. Et dans la réforme fiscale, il y a 2 axes principaux. Politique fiscale et administration fiscale. Politique fiscale, ce n'est pas important. C'est des lois, c'est des textes. On va se bagarrer pendant quelques temps, pendant quelques semaines à l'ARP. Est-ce qu'on veut mettre un IS à 15 ou à 18 ou à 20 ou à 25? Bon, on va se bagarrer, on va s'entendre et on va mettre de la politique fiscale. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la modernisation de l'administration fiscale. Sans modernisation de l'administration fiscale, il ne se passera rien en matière de politique fiscale. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de cette administration fiscale. Mais avant de parler de administration fiscale, je me suis posé des questions. Qui paie quoi? Et j'ai essayé de sortir comme ça à la louche les grosses masses, parce que justement, pour avoir le détail le plus fin, pour faire des frappes chirurgicales, ce n'est pas tellement possible. Parce que justement, la technologie n'est pas encore très évoluée chez nous. Donc j'ai essayé de sortir pêle-mêle les grosses masses, pour voir qu'il y a à peu près 2 400 000 salariés, il y a à peu près 140 000 personnes morales, il y a 600 000 personnes physiques, il y a les activités industrielles et commerciales qui sont 540 000, 140 000 sont dans le régime réel, 400 000 dans le régime forfaitaire, qui payent 30 millions de dinars d'impôts par an, moins de 100 dinars par personne à peu près, par entreprise. Il y a les activités non commerciales, qui est la matière grise de ce pays. Il y a 20 000 dans le régime réel et 30 000 qui sont dans le forfait d'assiette.
Il y a un total de 3 130 000, auquel on ajoute 500 000 agriculteurs. Là aussi, c'est une population qui est difficile à cerner, parce qu'on a tendance à devenir tous agriculteurs ces derniers temps. Mais ce n'est pas le plus important, c'est pour avoir des ordres de grandeur, pour savoir de quoi on parle, et pour savoir où on doit partir et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, politique fiscale, IRPP, STVA, droit de douane, droit de consommation, fonds spéciaux du trésor, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas l'objectif. On peut en faire ce qu'on veut, c'est des textes de loi qu'on change quand on veut, comme on veut. Ce qui nous intéresse, c'est l'administration fiscale. Et l'administration fiscale, j'ai essayé de mettre 5 points importants. 1, l'organisation. 2, les procédures. 3, les ressources humaines. 4, les moyens. Et 5, les objectifs. Je vous ai dit que la politique fiscale n'était pas importante et que le plus important, c'est l'administration fiscale. Organisation, procédure, moyens, objectifs, on peut faire ce qu'on veut, on a suffisamment de compétences en Tunisie. Le véritable problème, c'est le point central, les ressources humaines. Ça, c'est la véritable bataille. Ça, c'est la véritable bataille. Les ressources humaines. Tout le reste, c'est de la technologie qu'on peut acheter, c'est des machines qu'on peut acheter, c'est des organisations, des procédures qu'on peut écrire, ramener les meilleures compétences, et on en a plein en Tunisie. Les moyens, les objectifs, on peut, il n'y a pas de souci, les ressources humaines. Et pourtant, l'un des points forts de la Tunisie, c'est les ressources humaines. Et tout l'enjeu des prochaines années, c'est là. Et tout l'enjeu de la Tunisie démocratique des 5 prochaines années, c'est la capacité de la Tunisie à avoir une véritable justice fiscale, une véritable équité fiscale ou pas. Parce que la contestation sociale qu'on entend toujours, et qui ne s'est jamais arrêtée, c'est justement ce sentiment d'injustice, cette frustration que finalement rien n'a véritablement changé et qu'il y a toujours de la justice, de l'injustice, qu'il y a toujours de l'iniquité, qu'il y a toujours cette impunité, qu'il y a toujours ce sentiment que les citoyens ne sont pas égaux devant la loi. En véritable, c'est là où il y a un problème. Alors, l'organisation, pour ceux qui connaissent le ministère des Finances, dans l'administration fiscale, il y a plusieurs structures. Il y a la direction générale des impôts, là où vous mettez vos déclarations. Et c'est là où on traite les déclarations. Après, il y a la direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement. C'est eux qui font les recouvrements pour ceux qui ne payent pas et ceux qui vérifient tout ce qui est comptabilité publique. C'est les comptables qui se trouvent à l'université, dans les écoles, etc., dans les hôpitaux. Il y a la DGELF, la Direction Générale des Études Législatives et Fiscales. C'est eux qui préparent la loi de finances. Et il y a la DGAF qui donne des avantages financiers. Alors là, c'est des empires. Et chacun, c'est moi le roi, et touche pas à mon empire. On dirait que ce n'est pas la même administration, ce n'est pas le même ministère, ce n'est pas le même pays. Ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Moi, j'en dirais que c'est pas les mêmes. Ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Ceux qui suivent les informations du ministère des Finances ont vu qu'il y a 4 semaines, on a changé. On a changé les gens. Et surtout, on a fédéré tout ça en une seule et unique équipe. Une seule et unique structure. Il n'y a plus 4 structures, il n'y a plus 4 empires au sein du ministère des Finances. Donc, dorénavant, il y a un comité général de la fiscalité. Tout le monde, c'est dans ce comité général, il n'y a plus une DGI, une GELF, une DGAF et une DGCPR. Tout le monde, c'est une seule équipe, et tout le monde, c'est des objectifs communs partagés pour lesquels nous allons œuvrer et que nous devons absolument atteindre si on veut que ça change. Et là, c'est un premier changement qui n'était pas du tout évident à faire. Ce n'était pas du tout évident à faire. Chaque fois que je veux changer quelque chose au ministère des Finances, surtout un directeur général, je commence à peine à y penser. Je n'ai pas encore décidé. Et j'ai déjà une feuille avec des signataires. Non, il est très bien, il ne faut pas y toucher, on est content, pourquoi vous voulez changer, etc. Donc déjà, pour faire ce changement et changer les responsables
à la tête de ces structures et surtout choisir des responsables, non pas en fonction de je ne sais quel critère qui serait dicté de l'extérieur, mais en fonction d'un seul et unique critère, qui est le CV, qui est le diplôme universitaire, qui est l'expérience qu'il a passée au sein du ministère, qui sont les résultats, qui sont l'avis des autres par rapport à cette personne, parce que j'ai interrogé plein de gens, qui est la capacité à évoluer, à travailler en équipe, à partager des objectifs communs. Déjà, ce n'est pas évident. Et pourtant, je suis content parce que les personnes qui ont été placées n'ont pas été parachutées, n'ont pas été pistonnées, ils ont été choisis sur la base de leur CV, sur la base de leur propreté, sur la base de leur honnêteté et sur la base de leur expérience et des résultats qu'ils ont réalisés au cours de leur expérience. Donc, si on veut, on peut. Et qu'on arrête ce cirque de je ne sais pas quoi et de je ne sais pas qui, si on veut, on peut. Et il y a des compétences. Donc ça, c'est quelque chose de très important que j'ai tenu à souligner. Après, il y a les procédures. Donc, une fois qu'on a mis cette structure en place, on a commencé à travailler. On s'est dit, on va essayer de comprendre un dossier qui atterrit dans l'administration fiscale, quel est son parcours jusqu'à ce qu'il soit définitivement fermé. Il peut être définitivement fermé au bout de 15 ans, 20 ans, s'il fait tout le circuit des différents tribunaux, première instance, etc., etc. Mais on est en train de décortiquer toute la procédure, tout le process. Après, on va alléger, on va enlever tout ce qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tout ça. On va essayer d'optimiser. On va essayer d'alléger. Après, on va réécrire. Mais on ne va pas réécrire seul. On va réécrire en partageant, en faisant participer les autres. Parce que l'une des résistances au changement, c'est la peur. C'est la mauvaise communication. Et donc les gens résistent au changement parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est une boîte noire pour eux, parce qu'ils vont perdre. Quand vous faites un changement, il y a des gens qui vont perdre, il y a des gens qui vont gagner, et ceux qui vont perdre, ils résistent parce qu'ils ont peur. Donc il faut les faire participer pour qu'ils n'aient pas peur. Une fois on a réécrit, partagé, validé, on va informatiser, on va dématérialiser, on va passer au zéro papier. Objectif 2020, ministère des Finances, c'est zéro papier. On a même mis une structure qui est responsable de la digitalisation du ministère des Finances. Il y a une équipe dédiée qui ne fait que ça. Bon, on essaie 2020, ça sera peut-être 2021, mais déjà on a commencé. Après, ces fameuses ressources humaines qui constituent donc la cible de nos réformes, il va falloir la former. Et puis, il va falloir communiquer. Et puis, chose qui manque le plus au ministère des Finances, il va falloir mettre du contrôle interne. Parce que si vous ne contrôlez pas, si les gens savent qu'ils sont dans l'impunité, ça ouvre la voie à toutes les possibilités. Et donc, ça, c'est un peu les procédures. Maintenant, les ressources humaines. Les ressources humaines, il y a un couple qui s'appelle compétence, motivation pour les spécialistes de la GRH ici. La compétence, encore une fois, il y en a en Tunisie. C'est pas ça qui manque. Par rapport à d'autres pays, il y en a, c'est très bien. Et c'est des gens qui sont bien formés. Et puis nous, au ministère des Finances, on a la chance d'avoir l'école des finances. Donc on a un outil pour former nos responsables. Maintenant, la motivation. La motivation, moi j'entends parler que de salaire. Les gens pensent que la motivation, c'est uniquement les salaires. Ceux qui veulent la motivation uniquement les salaires, je leur dis tout de suite, votre place n'est pas dans la fonction publique. Le privé a besoin de compétences. Vous pouvez demain partir dans le privé avec une expérience publique. Je vous garantis qu'en 48 heures, vous allez trouver du boulot. Et je vous garantis que ce que vous touchez aujourd'hui, il va être multiplié par 2 ou par 3. Donc ceux qui veulent rester dans le public, il y a les salaires, mais pas uniquement. Il y a le fait de pouvoir participer dans les décisions, dans le travail quotidien du ministère. Il y a la capacité du ministre et du staff qui est avec le ministre à écouter, à rentrer en contact, à reconnaître les compétences et à dire bravo, merci, vous avez fait du bon travail. Mine de rien, c'est quelque chose de très important.
et ça donne beaucoup de pain pour l'avenir. Moi-même, je suis parti dans plusieurs endroits reculés de la Tunisie. Je suis allé voir les recettes des fiscales dans les coins les plus reculés. Et quand j'arrive, les gens, un, sont surpris de me voir, et deux, ils sont très contents. Il y a même des personnes fait Béja ou fait Jendouba ou je ne sais pas quoi, ou fait le Kef. Ils m'ont dit, en 30 ans de carrière, c'est la première fois que j'ai l'honneur de serrer la main de mon ministre. C'est aussi simple que ça. Il y a même une dame qui me dit, moi je pars dans 3 semaines à la retraite, je vais partir contente, j'ai enfin vu mon ministre. C'est aussi simple que ça. Ils n'ont pas besoin d'argent, l'argent n'est pas tout là, dans la vie. Et puis il y a la communication. Il y a le problème de communication, on ne communique pas bien, on ne communique pas du tout, on n'explique pas ce qui est normal, on a tellement de choses à faire. Le fait de communiquer, de dire on va faire ci, on va faire cela, et de dire, et de simplifier, et de répéter, et de voir comment le message est passé, et de corriger, et de donner du temps, et de communiquer, ça c'est très important, et là il va falloir travailler encore plus. Et puis les conditions de travail. Le ministère des Finances, qui est pourtant l'un des ministères les plus importants en Tunisie, je ne vous raconte pas les conditions de travail. Les bureaux, avec des toits qui fouillent, avec des sanitaires qui dans un état lamentable. Parfois, vous allez dans un bureau, dans une recette fiscale, il y a un seul sanitaire pour les hommes et les femmes. On veut informatiser, il y a un ordinateur pour 3 personnes au ministère des Finances, et on parle d'informatique, et on parle de modernisation, etc. Il y a une voiture pour 16 personnes, et on leur demande d'aller se déplacer, ramasser l'argent de l'État, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes. Et puis il y a l'évolution de carrière. Moi, quelqu'un qui rentre, il doit savoir comment il va évoluer dans la vie. Aujourd'hui, il rentre je ne sais pas quand. S'il atteint je ne sais pas quoi, dans 2 ans, il peut aspirer à devenir je ne sais pas quoi. Dans 5 ans, il peut aspirer à devenir tout. Tout ça, c'est le travail du futur. En fait, le problème qui s'est posé en 2011, c'est qu'on s'est réveillé brutalement et on s'est dit, en Tunisie, on a à peu près tout. Vous voulez faire, je ne sais pas quoi, un immeuble super moderne, vous allez avoir 100 architectes qui vont venir participer à l'appel d'offres. Vous voulez faire, je ne sais pas, une opération à cœur ouvert, il y a au moins 10 chirurgiens ou 20 chirurgiens capables de le faire. Essayez de faire un appel d'offres pour mettre en place une stratégie de gestion ressources humaines dans une boîte. Si vous arrivez à trouver 5 cabinets spécialisés en gestion de ressources humaines, capable de répondre à cela, c'est que c'est bon. Moi-même, je l'ai fait. Moi-même, j'ai essayé. Lorsque on a quitté le gouvernement, c'était en 2011, j'ai intégré le secteur privé dans une boîte solide. Je leur ai dit, non, on va faire un diag des ressources humaines. Je ne suis pas arrivé à trouver 5 prestataires de services. Et en fait, le problème de 2011 jusqu'à aujourd'hui, c'est la capacité des dirigeants, qui soient dans le public ou dans le privé, à gérer les hommes et les femmes et à mettre en place une véritable gestion de ressources humaines. En fait, c'est ça aujourd'hui la vraie bataille de la Tunisie. Il suffit que vous mettiez en place toutes les machines que vous voulez, tous les investissements que vous voulez, vous gérez mal votre personnel, on vous fait une grève de 5 jours, vous perdez tout le bénéfice d'une année. Parce que vous n'avez pas une GRH. Parce que vous n'avez pas pris le temps de communiquer, de parler, de faire de la motivation, de faire des plans de carrière, d'expliquer, de convaincre, etc., 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 etc. Et toutes les frustrations que nous sommes en train de voir de 2011 à 2016, c'est les résultats d'une mauvaise gestion des ressources humaines en Tunisie. C'est pour ça qu'un Tunisien, lorsqu'il se déplace dans n'importe quel pays au monde, il est compétent, il est performant, il est parmi les meilleurs. Et quand il arrive en Tunisie, vous savez comment ça marche chez nous. C'est l'environnement de gestion des ressources humaines qui aujourd'hui fait défaut. Après, les moyens. Ah, ça c'est l'artillerie lourde pour aller débusquer les fraudeurs. L'artillerie lourde pour débusquer les fraudeurs, le nouveau système d'information. Aujourd'hui, les systèmes d'information du ministère des Finances existent depuis, disons, les années 80. Donc, il y a un système d'information pour le budget de l'État. Il y a un système d'information
pour les recettes fiscales, il y a un autre système d'information pour le recouvrement, il y a un quatrième système d'information pour la douane, il y a un cinquième système d'information pour la dette extérieure, il y a un sixième système d'information pour la dette intérieure, et j'en passe. Un, ils sont vieux. Deux, ils ne tirent pas profit de la force de la technologie, de l'évolution de la technologie, et surtout, ils ne communiquent pas entre eux. Et donc, on ne peut pas creuser les informations pour sortir les fraudeurs, pour sortir les points aberrants, pour avoir une cartographie des risques, pour pouvoir aller débusquer les tricheurs et les fraudeurs. Et donc, l'administration fiscale, comment elle se comporte? Elle a un certain nombre, c'est pour ça qu'on dit toujours les mêmes qui payent. Elle a des bases de données avec les gens qui peuvent payer, et hop, on arrive avec un redressement fiscal. Chaque 3 ans, hop, on arrive avec un redressement fiscal et les autres ne payent pas parce qu'ils n'ont pas d'informations sur les autres. Ils vont chercher qui? Ils ne peuvent pas aller chercher quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et c'est ça le problème, et c'est ça le drame. Et donc, s'il y a un changement, s'il y a quelque chose à retenir dans tout ça, à part les ressources humaines, c'est le changement radical de notre façon de travailler. On va passer d'une administration fiscale qui ne peut plus d'ailleurs donner plus que ce qu'elle est en train de donner aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Si on ne change pas, il n'y aura pas d'augmentation de recettes. Mais l'administration fiscale jusqu'à aujourd'hui travaille grâce à l'homme. Ijtihad al-bashar. Et le véritable changement, c'est de passer à une administration fiscale qui est basée sur le traitement de l'information, sur les systèmes d'information, sur la technologie de l'information, où le bashar, il doit changer de métier pour pouvoir aller chercher l'information, pour alimenter le système, attendre que le système tourne et lui sorte les points aberrants, pour après reprendre la main et aller sur le terrain chercher ces points aberrants et vérifier si les points aberrants sont vraiment aberrants ou pas, et s'ils sont aberrants, il essaie de comprendre est-ce que c'est la machine qui n'est pas bien ajustée, auquel cas il va ajuster sa machine, ou est-ce que c'est vraiment un point aberrant, et là, il peut redresser sans aucun problème. Et bien sûr, derrière tout ça, il y a la traçabilité, donc fini l'impunité, on ne peut plus faire ce qu'on veut, comme on veut, sans aucun contrôle, etc. Donc il y a la traçabilité, et on est en train de mettre en place la facture électronique, la signature électronique, le paiement électronique, la liste fiscale informatisée, la signature légalisée informatisée, enfin, pour que lorsque vous partez acheter un appartement ou louer une villa, instantanément, en temps réel, vous êtes encore en train de légaliser votre signature, et j'ai l'information, et je peux, après 60 jours, si vous n'êtes pas parti enregistrer votre contrat et payer les 6% que vous devez payer, c'est à l'administration fiscale d'aller vous chercher et de vous demander de venir payer. Même chose avec les caisses enregistreuses dont vous entendez parler pour les cafés. Et puis, chose qui n'existait pas avant, parce que si vous voulez travailler comme il faut avoir une unité d'analyse fiscale pour traiter, pour étudier, pour faire des études scientifiques, pour pouvoir imaginer, une fois que vous avez le diagnostic, imaginer qu'est-ce que vous allez choisir comme solution, quel est l'impact de chaque solution, comment vous allez la faire, etc. Et donc, on vient de créer une unité d'analyse fiscale. D'ailleurs, si Zohair Qadhi, c'est lui qui est responsable, donc il vient de venir au ministère des Finances. Le pauvre, ça fait 6 mois qu'il est là, il a touché 0 millime de salaire, toujours à cause de l'administration et de la bureaucratie et de la lourdeur. Et chaque semaine, moi, j'appelle mon collègue de la fonction publique, s'il vous plaît, le contrat de Zohair, qui est déjà fonctionnaire de l'État. Il ne va pas intégrer la fonction publique pour la première fois. Il va juste changer d'un ministère à un autre. 6 mois qu'il est son salaire. Ça vous donne une idée. Ça vous donne une idée de la lourdeur et des problèmes de l'administration d'aujourd'hui. Et l'unité d'analyse fiscale, c'est très important. Parce que pour prévoir, il faut savoir, et pour savoir, il faut compter. Et si on ne compte pas, et si on ne quantifie pas, on n'avancera jamais. Et on ne pourra jamais dire, voilà, on a évolué, on n'a pas évolué, etc., etc. Et puis, je vais revenir un peu en arrière. Parce que vous avez parlé de tricherie et de... Je prends ici. C'est pour vous montrer que finalement, ce que je vais démontrer ici,
En fait, je vais vous démontrer que finalement, lutter contre la fraude fiscale, c'est un produit comme tout autre produit. Vous pouvez très bien vendre des gâteaux. Nous, on va devenir vendeurs d'outils dans la lutte contre la fraude fiscale. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu ce réflexe de dire combien je vais investir, combien je vais gagner. Et si j'investis, est-ce que ça vaut la peine d'investir ou pas? Moi, je vais prendre quelque chose de très simple. Je vais prendre les activités non commerciales, 50 000, chiffre rond. Ils ramènent à peu près, en 2015, ils m'ont ramené dans les caisses de l'État 189 millions de dinars. Allez, je vais dire 200 millions de dinars. Pardon? Donc, 200 millions de dinars pour 50 000, c'est-à-dire par personne 4 000. C'est-à-dire par mois 350 dinars. Si je dis que la pression fiscale c'est de 20%, c'est-à-dire ce bonhomme-là, il touche 1750 dinars par mois, c'est-à-dire 80 dinars par jour. Ça, c'est l'élite du pays. C'est-à-dire l'élite du pays gagne 10 dinars par heure dans le secteur privé. Ça ne va pas là. Ça ne tourne pas rond. Parce que ici, j'ai les gens qui sont dans les professions libérales, les avocats, les médecins, les ingénieurs, les experts comptables, les je ne sais pas quoi, l'élite du pays qui gagne le plus. Si l'élite du pays qui gagne le plus gagne 10 dinars par mois, je n'aurai jamais le PIB que j'ai de 10 dinars par heure, on n'aura jamais le PIB que nous avons en Tunisie. Alors maintenant, si on fait un calcul rapide, 50 000. 50 000, très simple. La stratégie est très simple. S'il y a de la triche, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Donc quelqu'un, il va déposer son truc, sa déclaration, il va partir sans que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Alors, si on fait une première ligne de défense, un front office, si je dis que un agent normal peut voir un dossier par jour, ça fait 200 dossiers par an. Et je divise par les 50 000. Il faudra combien? Je vais arrondir parce que j'ai fait d'autres calculs, parce qu'à part la première ligne, il faut des gens derrière, etc. Pour aller faire des investigations supplémentaires. Il faut recruter 500 agents. Les gens qui débutent dans la fonction publique, salaire annuel moyen, 12 000 dinars. Je rajoute jusqu'à 20 000 dinars. 500 agents fois 20 000 dinars, ça fait 10 millions de dinars par an. Si on fait l'hypothèse que la fraude fiscale ici est uniquement de 25%, 25% de 200 millions de dinars, c'est-à-dire 50 millions de dinars. J'investis 10 millions de dinars, je gagne 50 millions de dinars. Voilà ce que j'appelle quelqu'un qui va vendre un outil qui s'appelle lutte contre la fraude. Et le problème auquel je me heurte, on n'a pas le droit de recruter. Si on veut recruter, on doit ouvrir un concours. Si on ouvre un concours, c'est des centaines de milliers qui viennent. Il faut 3 ans de procédure. Entre-temps, c'est la fuite fiscale, c'est la fraude fiscale, c'est les caisses vides de l'État, c'est Krim Ta'ala de l'extérieur et c'est l'endettement qui monte. Donc vous voyez un peu, c'est pas très compliqué là, la Tunisie et la fiscalité. On n'a pas besoin de faire des choses trop compliquées, etc., etc., etc. On a besoin de faire des choses simples, mais de passer à l'acte. Et c'est ce passage à l'acte aujourd'hui qui bloque. Pour différentes raisons. Parfois volontairement et parfois involontairement, parce que c'est comme ça. Et qu'on ne peut absolument rien faire. Et donc, là, vous avez un exercice très simple. On m'a dit la fraude fiscale, combien vous allez l'évaluer? Personne ne peut l'évaluer, parce qu'on vient de mettre en place l'unité d'analyse fiscale, parce que les outils technologiques ont été mis en place dans les années 80, parce que les outils technologiques ne communiquent pas entre eux, etc., 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 etc. Mais, on a commencé. Et je vous garantis que on va y arriver. Parce que là, on a la vision, on a la stratégie, on a le plan d'action et on a l'argent qui va avec. Et on a mis le train sur les rails et ça y est, on a commencé et on va dénicher niche par niche, niche par niche, niche par niche, niche par niche. On va faire l'étude scientifique, on va voir comment ça marche, où est-ce qu'on triche, comment on triche, combien on triche. Et pour gagner, combien je vais investir et est-ce que ça vaut la peine d'investir l'argent du contribuable et combien
je vais avoir comme retour sur investissement, ou bien je laisse de côté et je vais aller chercher une autre niche. Et donc tout le travail qui est en train de se faire au sein du ministère des Finances aujourd'hui, ça tourne autour de ça. Et c'est pour ça que vous entendez les gens gueuler, on ne veut pas de caisse enregistreuse, et patati, et patata, et patati, et patata, parce que fini l'impunité. On va vous observer, et quelqu'un qui se sent observé, même s'il ne voit pas la personne qui l'observe, il va se tenir à carreau, il va marcher droit. C'est quelqu'un qui sait que personne ne le contrôle, personne ne le regarde, personne ne l'observe, il va être dans l'impunité, il va vouloir faire ce qu'il veut. Et c'est ça qui doit changer en Tunisie. Et donc, vous avez vu à peu près un exercice rapide comment on compte. Et après, on peut se mettre d'accord. Est-ce que c'est 25%? Est-ce que c'est 20? Est-ce que c'est 30? Est-ce que c'est 50? Il y aura autant d'avis que de personnes. Mais ça vous donne une idée de l'exercice. Si vous pouvez terminer. Alors, je vais terminer. Donc, l'unité d'analyse fiscale, on a une direction des grandes entreprises, parce qu'on a 2000 grandes entreprises, et c'est elle qui paye les 80% d'IS, dont parlait c'est Mohamed Hadar tout à l'heure. C'est-à-dire toutes les moyennes entreprises qui sont par dizaines de milliers ne payent que 20% de l'IS. Et donc là aussi, on va s'en occuper, on vient de créer la direction des moyennes entreprises. Parce qu'avant, personne ne s'en occupait réellement. Et puis, on va spécialiser nos hommes par secteur d'activité. Ils ne vont plus faire tout, ils ne vont plus être polyvalents. Lorsque quelqu'un est spécialiste dans un secteur d'activité, il regarde des chiffres, ce n'est pas uniquement des chiffres. Les chiffres lui parlent, il sait les lire. Pour le moment, les chiffres, c'est les chiffres. Et puis, on va mettre en place la gestion du risque, la cartographie du risque, l'analyse du risque. Et puis, on va mettre une police fiscale. Ah, les gens ont crié à la catastrophe. Ah, vous allez faire une police fiscale. Je vais faire une police fiscale. Tu es transparent, tu n'auras pas de problème. Mais on va faire une police fiscale. Parce que les gens commencent à gueuler. Comment vous allez faire une police fiscale? Non, الاستبداد وقت انت ما تخلصش الاداءات نتاعك وانا نمشي وزير ماليه نتسلف ولسي لي جينيراسيون فيتور qui vont payer à ta place. هذاك هو الاستبداد الحقيقي. Et puis on va rédiger tout ce qui est texte législatif et réglementaire qui touche aux impôts dans un seul document et on va le mettre sur le web. Parce que là aussi les textes, il y en a plein, etc., etc. Et puis il y a tout un travail de communication et de construction d'une image. Et donc voilà, on va essayer d'avoir un ministère des Finances du 21e siècle, basé sur la science, la confiance et la transparence. On va essayer de lutter contre la fraude fiscale, non pas pour remplir les caisses de l'État, là aussi c'est très important, mais pour réduire la pression fiscale, pour que nos PME redeviennent compétitives, pour qu'elles puissent investir, pour qu'elles puissent créer de la valeur ajoutée, pour qu'elles puissent créer de l'emploi. Là aussi, c'est très important. On ne va pas accentuer tout ce qui est fiscal pour remplir les caisses de l'État, on va l'accentuer pour réduire la pression fiscale. Ça, c'est très important. Si on veut avoir une économie compétitive qui va de l'avant, qui est en croissance et qui crée de l'emploi, il faut que nos PME puissent évoluer dans un environnement concurrentiel. Il ne faut pas que l'État les bloque ou les handicape en les massacrant à coups de prélèvements et à coups de taux de droits et de taxes. Donc, voilà très rapidement. Autre chose, j'ai parlé d'administration fiscale, mais il faut que vous compreniez que le ministère des Finances tout seul ne pourra rien faire. Seul, on peut résister 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, mais après on va s'écrouler. Donc soit tout le monde va venir soutenir le ministère des Finances, au lieu de le massacrer sur les plateaux télé, parfois à tort et parfois à raison, il faut absolument que les stakeholders, les parties prenantes dans le système économique, viennent travailler avec le ministère des Finances. Un comptable, un expert comptable, lorsqu'il va dans l'entreprise et qu'il donne le bon conseil à l'entreprise et qu'il lui dit qu'il vaut mieux être transparent, que c'est plus rentable d'être transparent, chiffre à l'appui, que d'essayer de traficoter à droite et à gauche, un expert comptable qui va soutenir le ministère des Finances, c'est bon. C'est très bon.
les syndicats qui viennent soutenir le ministère des Finances. C'est très bon. Sinon, on n'aura plus. On ne peut pas tenir éternellement. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas tenir éternellement. C'est soit il y a une mobilisation derrière le ministère des Finances pour aller justement chercher cette justice fiscale et cette équité fiscale que tout le monde réclame. Et si on n'arrive pas à faire ça, je vous garantis que dans 5 ans, la Tunisie deviendra douelette, avec des barons de la corruption, de la contrebande, du terrorisme, de la drogue et de tout ce que vous voulez. Et ça, on l'a vu dans d'autres pays. C'est pas de la rigolade. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore petits, on peut encore engager la bataille et gagner. S'ils grandissent très rapidement, déjà entre 2011 et 2015, ils ont grandi. Donc s'ils grandissent encore plus, la bataille est perdue. Et si la bataille est perdue, vous pouvez dire adieu l'État. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup.